Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez sensible mais qui peut être aussi à la mode, enfin pas à la mode mais disons que on est très nombreux à être concernés par ces aspects-là. La dissociation traumatique. Donc selon Grigory Grabovoy, dans sa définition de son œuvre qui date de 2003 sur le tome pour la normalisation psychologique, la dissociation, en fait, en psychologie, c'est un trouble de la cohérence des processus psychiques. La dissociation est sémantiquement opposée à l'association. Voilà. Donc, on a construit un pilotage, en fait, qui va répondre point par point à ces aspects-là, et pour cela, j'ai dû m'inspirer, en fait, d'une série de conférences du docteur Muriel Salmona, qui a longuement étudié ce sujet. Elle est psychiatre et psychologue et elle a démonté, enfin disons qu'elle est experte dans ce mécanisme et on va vous expliquer en fait de quoi il retourne. Donc, selon le docteur Muriel Salmona, la dissociation traumatique est un mécanisme de défense automatique et involontaire du cerveau face à un événement traumatisant, tel que des violences, des abus ou un accident, etc. etc. Donc vous pensez les pays en guerre, évidemment, qui sont assujettis à ces problématiques-là. Selon la psychiatre et spécialiste en psychotraumatologie, Dr Muriel Salmona, ce processus protège la personne en déconnectant ses émotions et ses sensations lorsque la douleur ou la peur deviennent insupportable. Alors je rappelle à juste titre que ces musiques ne constituent pas un traitement médical et n'excluent d'aucune manière le droit de consulter un médecin reconnu par l'ordre des médecins. Ces techniques d'enseignement peuvent être utilisées à titre personnel en complément d'un traitement prescrit par un médecin. Alors en premier lieu, le processus neurobiologique de la dissociation, c'est que face à un traumatisme extrême, le cerveau réagit en libérant une quantité massive de stress et d'adrénaline. Donc, quand la menace est perçue comme inévitable et inéluctable, c'est-à-dire qu'on a l'impossibilité de fuir ou de se défendre, ce qui va se passer, c'est que le cortex préfrontal, qui est une zone rationnelle, va être court-circuité et l'amygdale cérébrale, qui est le centre de la peur, va prendre le contrôle. Vous vous souvenez, on avait parlé des peurs, et les peurs en matière de pilotage, quand on les traite, en fait, quand on a des peurs, c'est comme si on roulait avec le frein à main qui était enclenché, en fait. Donc quand on traite les peurs, c'est comme si on enlevait le frein à main et du coup on débloque, on peut rouler normal, quoi. Alors pour éviter une souffrance insupportable, ce qui se passe, c'est que le cerveau bloque les émotions et les sensations en produisant une anesthésie émotionnelle et corporelle via donc un excès d'endorphine et de dissociation des circuits neuronaux. Donc c'est un peu comme si on avait une panne électrique ou un problème électrique et que notre disjoncteur à la maison il saute. C'est pour nous protéger en fait d'un incendie ou autre. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Notre cerveau, il a une sécurité du même type que notre disjoncteur pour empêcher, parce que si cette adrénaline, ce cortisol sont sécrétés en excès, et bien ce qui se passe, c'est que ça peut stopper les battements du cœur, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut avoir des crises cardiaques, qu'on peut mourir subitement, etc. Voilà. Alors les conséquences de ce disjonctage qui est censé nous protéger d'autres choses, c'est qu'on va se sentir un peu flotté, on va avoir un sentiment d'irréalité, ou alors de ne plus être dans son corps. Donc les victimes de viol ou de violence relatent souvent cet événement, qu'elles sont complètement paralysées, qu'elles ne peuvent plus agir et qu'en fait elles assistent à la scène de l'extérieur comme si ce n'était plus elles, quoi. Et le corps s'anesthésie dans ces cas-là. Alors la perte de mémoire partielle ou totale de l'événement,
Ça va être l'amnésie dissociative qu'on appelle, puisque on altère des zones du cerveau carrément. Ça veut dire que le docteur Muriel Salmona, à un moment, explique qu'on a complètement des endroits du cerveau qui sont abîmés, mais que ce n'est pas irréversible, qu'avec des traitements appropriés, on peut faire revenir tout ça. Donc déjà de base, avec Grabovoi, vous n'imaginez pas. Alors, l'impression pour la victime d'être spectatrice de la scène sans y participer, voilà. Alors, maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi ce mécanisme est problématique. Bon, déjà, la mémoire traumatique, le cerveau, il enregistre l'événement sous forme de fragments sensoriels, émotionnels, non intégrés, qui peuvent ressurgir sous forme de flashbacks, cauchemars ou crises d'angoisse. Donc voilà, on a j'irai plus loin, avec des sensations d'anamnèse. Moment, j'ai beaucoup écouté aussi les explications de victimes des réseaux, etc. Tout ça. Et à un moment, l'une d'entre elles explique qu'il y a une odeur en particulier qui lui a rappelé tous ces trucs-là. Et c'était une odeur d'excréments humains parce qu'elle se promenait dans un endroit où il y avait... voilà. Et de fait, ce processus d'anamnèse qu'on a eu avec la Madeleine de Proust, pour ceux qui connaissent, c'est des sons. Ça peut être des sons, là, quand on parle des victimes du Bataclan, par exemple, des attentats du Bataclan, on a des personnes qui, juste en entendant une sonnerie de téléphone, vont complètement disjoncter parce que, justement, au moment où il y a eu cette prise, cet attentat, les téléphones sonnaient, etc. Tout ça, donc voilà, ça génère beaucoup de stress et de crise. Voilà. Alors, l'autre problématique qu'on va avoir, c'est le risque de revictimisation. Parce qu'une personne, quand elle est dissociée, ça va l'empêcher de réagir face à de nouvelles agressions. Et du coup, comme elle ne réagit pas, en fait, on va encore l'agresser. Donc c'est le cas d'un enfant battu, par exemple, il va être dissocié tout le temps, et donc quand il va être agressé, forcément, il va pas toujours réagir. Du coup, les gens vont continuer d'en profiter, etc. Et c'est ce qui se passe aussi avec les victimes qui plus tard recroisent des prédateurs, parce qu'ils vont repérer tout de suite chez elles quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà. Alors ensuite, on a des troubles associés à cela qui vont être l'anxiété, la dépression, notamment des troubles alimentaires, des addictions évidemment, et par extension des troubles dissociatifs de l'identité. Alors selon Muriel Salmona, comment se reconstruire ? Il y a des thérapies adaptées comme les thérapies des traumatismes comme le MDR, le TCC, l'ICV pour retraiter la mémoire traumatique. On a la psychoéducation qui va permettre de comprendre la dissociation et permettre de réduire son impact. Alors, les stratégies pour se reconnecter, ça va être de travailler sur l'ancrage corporel, la respiration, le sport, la méditation. Donc ça, évidemment, le sport, ça remet tout de suite dans son corps. Voilà. Quand on n'a pas conscience de son corps, c'est le meilleur moyen d'y retourner. Et on peut aussi faire un suivi avec un thérapeute spécialisé en psychotraumatologie. Pour conclure, la dissociation traumatique est un mécanisme de survie, mais peut devenir un piège s'il n'est pas traité. Le travail thérapeutique va aider à réintégrer les souvenirs et à retrouver ses émotions et son identité pour ensuite se libérer des schémas dissociatifs. Voilà. Et ça peut nous mettre un peu KO. Et Boris Cyrulnik aussi, il en parle beaucoup, notamment à travers la résilience. Donc Boris Cyrulnik, il est neuropsychiatre. Et il est spécialiste de la résilience justement parce qu'il a largement étudié l'impact du stress maternel pendant la grossesse, par exemple, sur le développement du fœtus. Donc selon lui, un stress intense et prolongé chez une femme enceinte peut avoir des effets neurobiologiques, psychologiques, durables sur l'enfant à naître. Donc c'est de la responsabilité aussi des mamans de se traiter parce que le problème avec cette suractivation du danger et du stress, combinés à une hypersensibilité, vont faire qu'en fait le moindre événement stressant va avoir les mêmes impacts en fait. Même si c'est un événement complètement mineur qui n'a
plus rien à voir avec des violences, qui n'a plus rien à voir avec toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc cette sécrétion de cortisol qui va traverser le placenta, par exemple, de la maman qui va subir un stress chronique, comme la violence, l'anxiété extrême, l'insécurité. Voilà, on a des femmes qui sont battues par leur conjoint quand elles sont enceintes, mais on va avoir toutes ces femmes, notamment à Gaza, qui subissent des bombardements. Alors imaginez les générations entières d'enfants qui vont avoir des problèmes à cause de ce stress qui va être subi, et pareil de l'autre côté. En Ukraine, en Israël, enfin toutes les zones de conflit. Donc on a une responsabilité immense en fait. Voilà, j'avais même entendu dire par une autre psychologue, un jour, j'ai plus son nom, mais qui était au Canada et qui expliquait que c'était un monsieur qui avait vécu la guerre du Liban et il était constamment dans son stress en fait, même s'il vivait en sécurité désormais, eh ben, il avait un besoin de conflit, de choses comme ça, etc. Parce que forcément, il y a eu une altération à un moment de toutes ces structures. Voilà. Donc, comme l'hormone qui est le cortisol va passer à travers le placenta, bah, ça va atteindre le bébé et ça va perturber le développement de son cerveau et de son système nerveux. Mais quand on dit stress chronique, de nos jours, ce que nous, femmes actives, on vit, avec les heures de transport interminables, le stress au travail, etc., même le stress induit par les technologies qui nous entourent, on en avait déjà parlé par rapport au burn-out, hein, on a des liens. Tout est interconnecté. En fait, je me rends compte en construisant les pilotages que tout est interconnecté. Mais dites-vous, mesdames, que demain vous êtes enceinte, le stress que vous subissez au quotidien crée des dommages dans le cerveau de votre bébé. Alors, comment on peut se responsabiliser par rapport à ça ? Comment les maris ou la société peut se responsabiliser par rapport à tout ça dans ce monde où on vit constamment dans l'enfer ? Voilà. Donc comment éviter ça ? Donc dans les processus biologiques, hein, on a les structures cérébrales du fœtus qui vont changer du fait de cette exposition au stress maternel. Voilà. Donc on a l'amygdale qui va devenir hyperactive et ça va entraîner une prédisposition à l'anxiété, aux troubles émotionnels. On va avoir l'hippocampe qui régule la mémoire et le stress qui va diminuer en taille. Et ça va affecter la gestion des émotions et de la mémoire. Et puis, on va avoir des conséquences aussi possibles après la naissance. C'est-à-dire que le bébé va être plus irritable, plus sensible au stress. Il va y avoir un risque accru de troubles anxieux et dépressifs à l'âge adulte. Donc, vous voyez, tout commence déjà dans le ventre de la maman. Hein. Alors, une réactivité accrue du système nerveux autonome va faire que cet enfant va avoir une plus grande vulnérabilité au stress futur. Donc vous voyez, même une maman qui a été en proie à un stress énorme parce qu'il y a eu un décès, par exemple, soudain, pendant qu'elle était enceinte. Moi, ça a été mon cas, hein, par exemple, entre autres choses, mais ma mère a perdu son papa pendant qu'elle était enceinte de moi. Et même si mon père a essayé de tout lui cacher jusqu'à l'aéroport, elle l'a découvert en arrivant à la... Elle était toute contente en se disant « Ouais, chouette, super surprise, je vais pouvoir voyager et tout, je pars en vacances. » Parce que mon père, il n'a pas cherché midi à 14h, il l'a mise dans la voiture, il l'a emmenée à l'aéroport. Il lui a dit « Bon, bah tu vas partir voir ta famille. » Ah super, elle était contente, arrivée à l'aéroport, elle voit la tête de son frère complètement démontée. Et elle apprend comme ça que son père est mort. Donc vous imaginez la dose de stress ? Voilà. Sans compter que déjà elle est stressée de nature, donc voilà, ça peut être aussi des petites choses comme ça qui vont pas être au stade de la guerre ou des violences conjugales, etc. Mais évidemment tout est relié et forcément une fois adulte, on devient hyper réactif absolument à tout. Voilà. Donc il y a une transmission épigénétique du stress qui va se faire aussi. Donc l'environnement va influencer l'expression des gènes, évidemment. Donc le stress maternel élevé va modifier l'expression de certains gènes qui vont être impliqués dans la régulation du stress et des émotions. Et l'enfant va devenir plus vulnérable psychologiquement. Mais la bonne surprise, c'est que tout n'est pas figé. Si on replace l'enfant dans un environnement chaleureux et sécurisant après la naissance, on peut contrebalancer ces effets, favoriser cette résilience. Voilà. Donc pour limiter l'impact du stress sur le bébé, il va falloir mettre en place un soutien psychologique et un accompagnement de la future mère.
Des techniques de gestion du stress comme la relaxation, la sophrologie, les thérapies douces. Avoir un entourage bienveillant, être protégé contre les violences, avoir du soutien affectif, et favoriser ensuite le lien parent-enfant après la naissance, c'est-à-dire beaucoup de câlins, faire du pot à pot, des interactions rassurantes, etc. Bon. Alors, le stress maternel durant la grossesse n'est pas du tout anodin, mais il n'est pas une fatalité non plus. Donc, l'environnement postnatal va jouer un rôle clé pour aider l'enfant à développer sa résilience et à surmonter ses premières vulnérabilités. Voilà. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire à travers ce pilotage, justement, c'est justement de travailler donc sur ces axes-là. Et donc, en premier lieu, on va travailler sur la dissociation, mais pas que. On va aller travailler sur tout ce qui tourne autour du traumatisme psychique, de la régulation du stress, de la régulation de production d'adrénaline, du cortisol, de normaliser donc le cortex préfrontal, les dendrites, l'amygdale cérébrale, de travailler sur l'amnésie dissociative, la dissociation en elle-même, ainsi que la dissociation hystérique, et puis l'adaptation sensorielle, ou je dirais réadaptation sensorielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sans arrêt à côté de nos pompes, eh ben, on va se remettre dans nos pompes. Voilà. Et l'adaptation sensorielle, en fait, ça va être de retrouver cet équilibre-là. Donc l'adaptation, selon Grigory Grabovoy, en fait, c'est, je vais vous lire la définition, un titre d'information, 498016714213. C'est la modification de la sensibilité de l'analyseur servant à régler l'intensité du stimulus. Donc en général, le changement adaptatif de la sensibilité par rapport à l'intensité du stimulus. Et elle se manifeste par une variété d'effets subjectifs, peut être obtenue par augmentation ou diminution de la sensibilité globale, caractérisée par une série de changements de la sensibilité, de la vitesse de ces changements et de la sélectivité par rapport à l'effet d'adaptation. Les changements physiologiques à l'origine de l'adaptation affectent les segments périphériques et centraux de l'analyseur, et la combinaison des méthodes neurophysiologiques et psychophysiques joue un rôle important dans l'étude des mécanismes d'adaptation sensorielle et des processus perceptifs. Enfin bon, en bref, voilà. Donc, sachant que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le docteur Muriel Salvona disait qu'aussi le corps se mettait à sécréter un maximum d'endorphines pour anesthésier le corps en fait. Voilà. Donc l'idée, à travers ce pilotage sonore, ça va être de nous remettre dans nos godasses et puis de réguler justement ces mécanismes qui font qu'on peut très vite se retrouver dans un état dissociatif juste parce qu'on subit un stress, et je pense que même ce stress peut être tout à fait mineur, ça peut être des interactions sociales négatives, ça peut être un logiciel qui nous manque pour faire un travail, qui va générer du stress, ouais, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais la raison essentielle, c'est que c'est complètement réactivé, parce qu'on a déjà imprimé ces circuits-là et ça se répète en boucle, ça se répète. Voilà. Donc l'idée, c'est de casser ce mécanisme pour se sentir mieux. Voilà. Donc je vous invite à venir découvrir ce pilotage sonore pour aller mieux. Et donc moi, en le réécoutant ce matin, en l'ajustant, effectivement, j'ai eu l'impression d'une sensation de fraîcheur dans la tête. Parce que je pense que vu que je fais beaucoup de voyages astro, tout ça, je pense que moi j'ai des états dissociatifs assez fréquents. Voilà, donc et je pense qu'on est très très nombreux à être concernés et à être dans ce cas de figure. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous embrasse très fort. À bientôt.